Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler d'un roman coup de cœur de cette année 2022. Et quand je dis coup de cœur, je pèse mes mots, c'est un roman qui m'a énormément touché, énormément marqué. J'ai hâte de le partager avec vous. Il s'agit de ce roman Sur les ailes du temps, la colère de Rosine Gazullo et que vous pourrez retrouver chez l'Harmattan Édition. Alors restez avec moi. Petite parenthèse avant de vous présenter ma chronique, sachez que mon ouvrage Dans l'ombre des jasmins est d'ores et déjà disponible, que ce soit sur le site internet de ma maison d'édition Les Éditions du Saule ou sur mon site internet canal-frenzo.com. Il est en prévente jusqu'au 31 mai avec 20% de réduction. Si vous le commandez sur le site de ma maison d'édition, il y a cette réduction qui est proposée et elle est également sur mon site internet. Mais si vous passez sur mon site internet pour les préventes, vous aurez également une dédicace personnalisée et un joli marque-page. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, sur mon parcours en maison de retraite, ce petit témoignage dans l'ombre des jasmins, il est fait pour vous. J'ai vraiment hâte que vous le lisiez, que vous me fassiez des retours à ce sujet. La date de sortie officielle est le 31 mai. Il sera disponible partout, sur les grandes enseignes, etc. Mais sachez que durant les 2 prochaines semaines, il est disponible en prévente sur le site de ma maison d'édition et sur mon site internet. Parenthèse fermée, il est temps de vous présenter ce super roman, comme je le disais, Sur les ailes du temps, la colère de Rosine Galluzzo, qui est un roman coup de poing, qui est un roman exceptionnel. Donc voici un petit résumé sans vous divulgacher l'intrigue. Pour faire au plus simple, cette histoire se passe en France dans un petit village français dans les années 60. On est sous De Gaulle, on est en pleine période des 30 Glorieuses, et à côté de ça, en arrière-fond, on a la guerre d'Algérie qui frappe et qui est très présente, et on va s'intéresser à l'histoire de plusieurs personnages dans ce petit village que je vous présente tout de suite. En effet, ce roman s'intéresse à 5 personnages principaux, 5 personnages pour lesquels nous avons leur point de vue au fur et à mesure des chapitres. Nous avons Marie-Jeanne, son fils Zach, nous avons le personnage de Martin qui est le fils aîné d'une famille de fermiers, son frère Hugo ou encore un homme d'église, l'abbé Rumelard. Ces 5 personnages principaux gravitent au sein de cette histoire Sur les ailes du temps, la colère. Nous apprenons à les découvrir petit à petit et cette histoire commence directement avec le personnage de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est une femme d'une quarantaine d'années, si je dis pas de bêtises, qui arrive au sein de ce village avec son fils. Elle n'a pas de mari et tout de suite, il va y avoir des commérages, il va y avoir des histoires qui vont être dites dans son dos. Elle va être vue un petit peu comme la pute ou la sorcière, voire les deux, par rapport à tous les gens de ce village. Parce que malheureusement, dans les années 60, être une femme célibataire avec un enfant sans mari, sans père, c'est un petit peu mal vu, surtout dans certains villages où les mentalités ont du mal à changer. Et c'est ce qui va frapper directement Marie-Jeanne et son fils quand ils vont arriver dans ce village. Ils vont être très mal vus et surtout elle à la base. Et elle, avec ses petits moyens, elle va essayer de combattre ça le plus fortement possible et elle va carrément essayer de prendre une place importante dans le village. Pour essayer de s'en sortir, Marie-Jeanne, elle va essayer de cultiver son petit potager, des plantes, des fruits, etc. qu'elle va proposer du coup aux gens du village, que ce soit aux gens malades ou qui souffrent de certaines choses. Elle va essayer de les guérir via des plantes. Elle s'y connaît vraiment beaucoup, c'est vraiment son petit domaine. Et on se rend compte que malgré les on-dit, malgré les commérages et les choses horribles qu'on dit sur elle, les habitants, ils sont quand même obligés de passer par elle parce que son travail est bien fait, parce que justement, elle a des remèdes miracles qui sont faits maison et que malgré qu'ils soient horribles avec eux, ils ont besoin d'elle dans un sens. Marie-Jeanne, elle essaye de trouver sa place par rapport à tout ça. Elle est aussi embauchée au sein d'une église où elle travaille pour un certain abbé, l'abbé Rumelard, qui lui donne un petit peu des tâches à effectuer au sein de l'église. Et elle fait ça en même temps que son travail avec son potager, etc. Et on se rend compte en fait que la vie de Marie-Jeanne, elle est assez rythmée entre son travail auprès des villageois, son travail à l'église, l'éducation de son fils, etc. C'est vrai que ça lui prend énormément de temps et elle a beaucoup de mérite et beaucoup de courage. Parce qu'en plus de ça, on fait la connaissance de son fils, Zach, un petit garçon qui est renfermé, qui ne parle presque pas du tout, qui est un peu comme un sauvageon. Il est un petit peu sale, il fait des bêtises, il est quasiment absent toutes les journées, il rentre tard le soir, tout simplement parce que c'est un petit garçon qui a l'habitude de faire un petit peu ce qu'il a envie. Il va dans la forêt, il parle aux animaux, il a en effet une capacité assez incroyable, il a le don de pouvoir reproduire l'exact même bruit de chaque oiseau qu'il entend. Et c'est quelque chose qu'il adore faire, il adore les oiseaux, il adore les imiter, il adore se nicher en haut d'un grand arbre où c'est un petit peu son repère secret, sa cachette,
où il regarde un petit peu de haut tout ce qui se passe dans son village. Il reste dans la cime de cet arbre, caché par la végétation, et il se fait un petit peu son nid douillet, il est un petit peu protégé là-haut, et il passe quasiment toutes ses journées en forêt, en haut de cet arbre, dans ce petit repère qu'il s'est construit. On apprend par la même occasion que Zach, il fait beaucoup de bêtises. Il sent que sa maman, elle est amoureuse depuis un certain temps déjà de leur voisin, le jeune Martin, et ça ne lui plaît pas beaucoup. Et il décide de se venger du pauvre jeune homme en lui en faisant voir de toutes les couleurs, en le piégeant assez régulièrement, en mettant par exemple des crapauds dans ses bottes, en imitant le son des oiseaux pour le perturber, en le suivant en cachette, etc. Et Martin, lui, il s'en rend compte, il sait que l'enfant se joue de lui tend des pièges régulièrement, et ça a tendance à l'agacer de plus en plus. L'enfant commence vraiment à lui taper sur le système, et c'est ce qui va un petit peu déclencher toute cette histoire. Martin a un jeune frère qui s'appelle Hugo, Hugo qui est un personnage plutôt sympathique, intelligent et assez renfermé par rapport à sa famille. Son père ne croit pas du tout en lui et il a un petit peu tendance à subir ce qui se passe dans sa famille en se taisant sans prendre vraiment parti. Cependant, Hugo, lui, s'est pris d'affection pour le petit Zach. C'est un des rares dans le village qui est capable de communiquer avec l'enfant. Ils ont tissé une amitié plutôt étrange mais assez touchante qui avance progressivement au fur et à mesure de l'intrigue. Et enfin, nous avons cet homme d'église, l'abbé Rumelard, un homme plutôt antipathique, assez froid, qui déteste tout simplement Marie-Jeanne et son fils. Il est carrément odieux avec eux au quotidien et on ne sait pas trop pourquoi. Comme je le disais, du coup, ces 5 personnages gravitent les uns autour des autres dans ce petit village français et c'est comme ça que démarre l'intrigue de ce roman sur les ailes du temps, la colère. On nous présente ces personnages, on a au fur et à mesure des chapitres leur point de vue, puisque chaque chapitre est concentré sur l'un de ces personnages. Et au début du roman, on se demande un petit peu où l'auteur va nous emmener. C'est un petit peu contemplatif, on nous présente des personnages, leur façon de penser, cette France qui est en train d'évoluer progressivement, notamment au niveau de l'agriculture, des fermes, etc. On nous présente les préjugés qu'ont certaines personnes qui travaillent à la ferme. On nous présente aussi des personnes qui sont dans la pauvreté, que les politiques n'aident pas du tout. On a en arrière-plan de cette histoire la guerre d'Algérie, où on sent que les hommes, les jeunes hommes ont peur d'être envoyés là-bas à l'armée pour aider, etc. Et c'est vrai qu'on se demande où l'auteur veut nous emmener, quel est le point vraiment central de cette histoire. On se pose beaucoup de questions au début du roman, et c'est ça qui est bien. Et sans vous divulgacher l'intrigue, du coup, à un moment donné fatidique de l'histoire, quand on arrive à un point bien précis, il va y avoir une action, il va y avoir quelque chose d'assez fort qui va se produire au sein de ce village, qui va avoir une conséquence sur tous ces personnages que je viens de vous présenter, et ce jusqu'à la fin du roman. Ça va aller crescendo. L'incident, si je peux dire, qui va avoir lieu dans ce village, va nous montrer et nous révéler les différents visages de ces protagonistes. On va en découvrir plus sur la nature humaine, sur leur nature profonde. On va en savoir plus sur eux, sur les conséquences de leurs actes. Et on va vraiment arriver à un point crucial de l'histoire où on ne pourra juste pas du tout lâcher le livre jusqu'à la fin, tant c'est prenant, tant c'est choquant, et tant ça va crescendo, comme je le disais, jusqu'au point final. Concrètement, toujours sans divulgacher, cette histoire me fait grandement penser au film Dogville avec Nicole Kidman, qu'on peut comparer un tout petit peu au personnage de Marie-Jeanne, mais l'histoire me fait aussi également penser au roman Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers, que j'avais déjà présenté en chronique littéraire il y a un an. C'est un petit peu la même façon d'écrire, ce qui est juste génial, c'est-à-dire qu'on prend le temps de nous présenter des personnages dans leur quotidien. On a leur point de vue, on a un lieu comme ce village qui est un petit peu en retrait du monde, qui est un petit peu pauvre, avec des pensées bien spécifiques sur la technologie, sur les autres personnes, etc. Ça m'a vraiment fait penser au cœur est un chasseur solitaire. Si vous avez aimé ce roman de Carson McCullers, je pense que vous adorerez ce roman sur les ailes du temps, la colère, parce que c'est un petit peu la même façon de présenter les protagonistes et l'histoire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce roman, c'est une petite pépite. Si au début, on se demande un petit peu ce qui va se passer, que c'est un petit peu contemplatif, comme je disais, qu'on nous présente les personnages et que ça va doucement, on sent qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on va arriver à un point de non-retour. Et c'est clairement le cas avec ce roman. À partir du moment où on comprend l'intrigue et qu'on s'attache au personnage et qu'il arrive ce fameux incident dont je vous ai parlé, c'est juste fou, c'est juste incroyable. On ne peut pas lâcher sa lecture jusqu'à la fin. C'est juste un petit chef-d'œuvre. Donc juste avant d'entrer dans les détails de l'intrigue et de faire ma conclusion finale, sachez que ce roman est une petite pépite que je vous conseille à 100%, tant parce qu'il est fort, parce qu'il est marquant, et je pense que vous passerez un super moment à le lire.
Maintenant, comme d'habitude, et vous le savez, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu ce roman Sur les ailes du temps, la colère de Rosine Gazullo, alors je vous conseille de cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Du coup, comme je vous le disais dans la partie où je résumais, on a ces 5 protagonistes qui se tournent un petit peu autour dans ce petit village français, qui se côtoient de près ou de loin, et l'auteur prend le temps de nous les présenter, et on se demande du coup quel est le fil rouge de cette histoire, qu'est-ce qui va faire qu'on va en apprendre plus, qu'est-ce qui va faire vraiment le fond de cette histoire. Ce qui va se passer, et pour en venir directement à cet incident dont je parlais dans le résumé, c'est que en fait le petit garçon qui s'appelle Zach, qui est le fils du coup de Marie-Jeanne, cet enfant un petit peu sauvage dont je vous parlais tout à l'heure, il continue de se moquer en fait du personnage de Martin. Martin qui est complètement à cran, parce que Martin en fait il est issu d'une famille qui le pousse à bout, notamment son père. Son père qui est un vieux monsieur en fin de vie, un vieux monsieur qui a connu la ferme depuis qu'il est tout petit, qui refuse toute avancée technologique. Il est vraiment borné, il est vraiment odieux avec sa femme, avec son fils Martin et même son deuxième fils Hugo qu'il ignore totalement. Pour le père de famille, c'est Martin qui reprendra la ferme. C'est comme ça, il n'aura pas le choix et il devra accepter de travailler à l'ancienne. Il devra refuser tout ce qui est de nouvelles technologies pour aider, etc. Bref, le père de Martin et d'Hugo est vraiment odieux, il est vraiment horrible. Et il instaure une espèce de pression constante sur son fils aîné, sur Martin, qui commence de plus en plus à avoir du mal à gérer. Martin, lui, il aimerait bien faire appel à de la technologie un petit peu nouvelle, un petit peu récente pour pouvoir justement aider sa famille. Il pense qu'il y a du bon dans la technologie. Il n'y a pas que du bon, mais il sait qu'il y a des choses qui pourraient les aider à la ferme, à arranger leur quotidien, les aider à aller plus vite dans certaines tâches, etc. Mais le père ne veut pas en entendre parler. Et on sent qu'il commence à y avoir une petite confrontation entre le fils aîné et le père. Mais quoi qu'il en soit, Martin, lui, il est un petit peu à bout. Et en plus de ça, pour pas aider, il est tombé amoureux d'une femme, une femme exceptionnellement belle, à ses yeux en tout cas, mais inaccessible. Il s'agit d'Eliane, la sœur de l'abbé Rumelard, et elle est juste issue de la ville. Elle a certaines manières, elle s'habille classe, elle est belle, et elle est juste inaccessible, en tout cas pour lui. Lui, Martin, qui a pourtant l'habitude de faire monter plein de filles à l'arrière de sa moto, de pouvoir conquérir un petit peu tous les cœurs de toutes les filles du village, et qui pourtant se trouve devant une colle face à cette femme qui ne l'a jamais remarqué et dont il est vraiment follement épris. Entre un père qui lui met une pression constante et qui ne peut plus supporter, un travail à la ferme qu'il n'apprécie pas tant que ça, une femme qui l'aime et qui est inaccessible et un enfant qui se joue de lui H24 en lui faisant des mauvaises blagues, Martin il commence à être de plus en plus stressé, de plus en plus fatigué et on sent qu'il est juste à cran. Et un beau jour, le petit garçon, Zach, va continuer du coup à l'embêter discrètement, caché derrière ses arbustes, ses arbres, etc. Il va s'amuser à se jouer un petit peu de lui, comme il a pris l'habitude de le faire, en imitant du coup le cri des oiseaux. Le chant des oiseaux, on va dire, c'est quand même plus joli de dire le chant des oiseaux. Sauf que ce jour-là, Martin, il est vraiment à cran, il est vraiment désespéré, il n'en peut plus. Et il décide tout simplement de traquer cet oiseau. Et quand je dis traquer cet oiseau, c'est traquer l'enfant. Il en est conscient, mais il est tellement à bout qu'il veut juste prendre son fusil de chasse et tirer sur cet oiseau. Il va donc poursuivre les chants d'oiseaux qu'il entend jusqu'à arriver devant cet immense arbre qui est le repère du petit Zach, qui lui n'a pas trop compris ce qui se passait et qui décide de continuer d'imiter des oiseaux cachés dans les feuillages. Et c'est à ce moment-là précis de l'histoire qu'il va y avoir ce fameux incident dont je vous parlais tout à l'heure, un incident dramatique, grave. Martin, poussé à bout, va lever son fusil et tirer debout portant dans l'arbre. Et il va faire ça alors que Marie-Jeanne, la mère de Zach, est juste à côté de lui, cachée derrière des arbres. Et on apprend un petit peu plus tard, par rapport à son point de vue à elle, que même elle n'a pas anticipé que son fils était caché derrière les branches du haut de cet arbre, tout simplement parce qu'elle est folle amoureuse de Martin. Et quand elle le voit dans la forêt, épuisé, stressé, à bout, etc., elle continue de le trouver beau. Et elle entend les sifflements d'oiseaux. Et mentalement, au fond de son esprit, elle sait que c'est les sifflements de son enfant, mais elle n'arrive pas à mettre la main dessus, elle n'arrive pas à se connecter à la réalité. Tout ce qu'elle voit, c'est Vincent avec son fusil prêt à tirer. Et au lieu de l'arrêter ou quoi que ce soit, elle assiste à la scène en réalisant pas qu'il est sur le point de tuer son fils. Et c'est pourtant exactement ce que Martin va faire. Il va tirer 2 coups dans cet arbre, tuant le petit Zach sur le coup. Le petit Zach qui va dégringoler du coup de la cime de l'arbre et s'écrouler mort sur le sol. C'est à ce moment précis du livre que tout part à volo et que tout va crescendo jusqu'à la fin. Martin, qui a été poussé à bout par l'enfant, réalise qu'il lui a tiré dessus et qu'il l'a tué et s'en va tout simplement en courant
en hurlant j'ai tué un enfant, je l'ai tué, je l'ai tué. Marie-Jeanne du coup assiste au fait que son fils se soit fait tuer, il est mort juste devant elle, mais elle n'a pas vraiment le temps de réaliser et d'aller vers le corps de son fils que quelqu'un passe par là. Alors je ne sais plus exactement dans quel ordre ça se produit, mais nous avons l'abbé Rumelard qui passe par là, qui voit le corps de l'enfant et qui semble s'en moquer totalement, il ne sait pas trop quoi faire par rapport à ça. Et au même instant, nous avons le père de Martin qui est là et qui avoue tout simplement son crime. Il décide de prendre la responsabilité par rapport à son fils aîné et de s'accuser lui-même du meurtre de l'enfant. L'homme d'église, l'abbé Rumelard, lui, décide de profiter de ça en faisant du chantage au père pour avoir de l'argent, et les deux hommes s'en vont en laissant le cadavre du petit garçon derrière eux. Marie-Jeanne se jette alors sur le corps de son fils, elle réalise qu'il a été tué, qu'il est mort, dans l'indifférence la plus totale, puisque celui dont elle est vraiment amoureuse a tué son fils et est parti en hurlant en laissant le corps sur place. Elle se rend compte que l'homme d'église, l'abbé Rumelard, s'en fiche totalement du petit garçon qui est mort, du petit garçon qui n'est autre que le fils de l'homme d'église. C'est à ce moment-là qu'on découvre ce gros point de l'histoire. C'est à ce moment qu'on comprend que Marie-Jeanne en fait a couché avec l'abbé Rumelard et qu'il a tout simplement renié son fils puisque c'est un homme d'église, qu'il n'a jamais voulu aider Marie-Jeanne et il n'a jamais voulu reconnaître son fils non plus. Et il n'en a juste rien à faire d'eux, il les a vraiment négligés, il a vraiment parlé dans leur dos, etc. On savait que c'était une personne exécrable, cet homme d'église, mais là, quand on réalise que c'était le père de l'enfant et qu'il s'en fout totalement qu'il soit mort, c'est d'autant plus troublant. Quant au vieux père de Martin et Hugo, celui qui dirige sa ferme en leur faisant voir de toutes les couleurs, le fait qu'il s'en foute totalement également de la mort de l'enfant, mais qu'il veut juste porter le fardeau de sa mort pour protéger son fils, pour que tout simplement la ferme continue à vivre après lui, ça fait preuve d'un égoïsme sans nom, puisque en fait il condamne Martin à une vie de ferme dont il n'a pas envie, mais c'était tous ses espoirs au père de famille, et il jubile un petit peu que cette situation arrive parce qu'il tient son fils Martin dans la main, et il a juste le pouvoir à 100% sur lui. Bref, on a alors une Marie-Jeanne qui pleure la mort de son fils, qui réalise qu'elle est dans un village où elle a toujours été détestée, prise pour une pute, une sorcière, etc. Et que malgré le fait qu'elle ait toujours voulu s'en sortir, qu'elle ait toujours essayé de bien faire pour elle, pour son fils, pour les gens du village, ça n'a jamais suffi. Et là, le fait qu'on ait tué son fils et que tout le monde s'en moque, elle décide tout simplement de se venger de chaque personne qui est responsable de la mort de son fils. Marie-Jeanne entre donc en transe, elle a un plan bien précis pour les faire payer chacun leur tour. Et à ce moment-là du récit, on est juste en sueur, on est juste extrêmement choqué, apeuré. Et dans un sens, on est dans le sens de Marie-Jeanne. On a envie qu'elle se venge de ces personnes cruelles, odieuses. Et on se dit que quoi qu'il arrive, ça finira pas bien, puisqu'on est dans une histoire qui pourrait être vraie. Et on ne sait pas jusqu'où l'auteur va nous mener par rapport à la vengeance de Marie-Jeanne. La vengeance de Marie-Jeanne qui va être du coup le fil conducteur jusqu'à la fin de cette histoire. Et c'était génial. Marie-Jeanne, prise de folie, prise de désespoir par rapport à la mort de son fils, décide de s'attaquer d'abord à l'abbé Rumelard, du coup le père de l'enfant. Elle décide de prendre un couteau, je ne sais plus comment s'appelle l'accessoire qui l'aide à cultiver son potager, mais elle décide d'ouvrir le ventre de son enfant pour retirer l'estomac. On se demande pourquoi et c'est juste dégueulasse à lire, mais c'est extrêmement bien écrit, extrêmement troublant. Bref, elle arrive à extraire l'estomac de son fils et elle le dépose délicatement dans son panier pour rentrer chez elle. Et c'est ainsi que commence sa première vengeance. Elle décide de cuire l'estomac de son fils à la poêle, de le préparer, de l'assaisonner, etc. Et elle le sert directement à manger à l'abbé Rumelard. L'homme d'église fait comme si le fils de Marie-Jeanne était toujours en vie, lui pose des questions en demandant s'il va bien, s'il va revenir de son escapade en forêt, etc. Marie-Jeanne prend sur elle, parce qu'elle l'a vu près de la scène du crime, s'en foutre totalement du fait que leur fils soit mort, et elle décide tout simplement de lui faire goûter, de lui servir le plat qu'elle a cuisiné, du coup l'estomac de son fils, et elle le sert du coup à l'abbé Rumelard. L'homme d'église n'y voit que du feu, il mange son plat jusqu'au bout, et c'est à ce moment-là précis de l'histoire qu'elle décide de lui dire toute la vérité. Elle lui dit qu'elle est au courant qu'il est passé par là en forêt et qu'il a fait comme si son fils n'existait pas, alors que c'est le sien aussi, et que pour se venger et pour faire en sorte que pour une fois dans sa vie il ne renie pas son fils, elle a décidé de lui offrir un morceau de lui qu'il ne quittera jamais, et elle lui révèle tout simplement qu'il vient de manger l'estomac de son fils. C'est cru, c'est dégueulasse, c'est choquant, mais c'est super bien fait. L'homme d'église commence à paniquer, et elle lui révèle, elle lui sort toutes ces 4 vérités, et il n'en peut juste plus du tout, il ne réalise pas, et c'est ainsi que s'achève du coup sa première vengeance. Une fois qu'elle a achevé cette première vengeance, elle décide de se venger directement de Martin. Martin qui est fou amoureux de la jeune Eliane, Eliane qui est justement la sœur de l'abbé,
Et du coup, Marie-Jeanne décide de se venger d'elle en lui provoquant un accident de voiture durant la nuit. Un accident de voiture hyper grave, mais dont la jeune femme va réchapper, non sans séquelles plutôt graves. Mais Marie-Jeanne, à ce stade de l'aventure, elle n'a pas trop le temps de savoir si Eliane est morte, si son plan a fonctionné, ou si ses blessures graves vont l'handicaper à vie, etc. Elle a fait sa deuxième vengeance auprès de Vincent, c'est-à-dire en s'attaquant auprès de la femme dont il est amoureux. Et là, elle cherche directement à se venger du dernier responsable de la mort de son fils, le père de Martin et Hugo, qu'elle dénonce tout simplement à la gendarmerie. Elle va porter plainte à la gendarmerie, elle révèle ce qui s'est passé, elle veut accuser le père, qui de toute façon s'accuse lui-même, donc peu importe, mais elle décide de porter sa rage envers le père de famille, et elle a un petit peu du mal à être crue par les commissaires qui sont présents, par les gens de la gendarmerie, qui ont du mal à prendre sa plainte au sérieux, mais qui vont quand même l'accompagner sur le lieu du crime, et lorsqu'ils vont découvrir l'enfant mort en bas de l'arbre, ils vont finir par la croire petit à petit, même si le fait qu'on lui ait retiré son estomac va poser souci, et les questions vont quand même se poser au fur et à mesure durant l'enquête, et très vite, Marie-Jeanne va comprendre qu'elle ne va pas pouvoir s'en tirer comme ça, que le fait de retirer un estomac à un enfant ne passe pas inaperçu, ça ne peut pas être fait par une créature juste comme ça, il faut des moyens techniques, et que tous les indicateurs vont dans sa direction à elle. Elle commence à le savoir et à s'en rendre compte, et elle prend une décision assez radicale. Elle ne veut pas payer une seconde fois par rapport à tout ça, elle ne veut plus subir les commérages, elle ne veut plus subir la méchanceté des gens du village, etc. Elle ne veut pas être mise à l'écart alors que clairement on vient de tuer son fils et que tout le monde s'en fout. Du coup, elle a effectué ses 3 vengeances. Mais Marie-Jeanne, qui n'a pas du tout envie de payer pour avoir retiré l'estomac de son fils pour se venger, qui n'a pas du tout envie de continuer à vivre sans son fils et au milieu de ces gens insupportables et horribles, décide tout simplement de se suicider. Elle va se suicider en se jetant du pont de la Garonne. Et cette mort qui devrait choquer les habitants du petit village, qui fait suite à la mort de son fils, on se rend compte que finalement ça va être un potin de plus dans le village. Les gens qui disaient des méchancetés sur elle vont finir par la plaindre, cette pauvre Marie-Jeanne. Eux qui ne l'ont jamais plaint durant qu'elle était vivante vont commencer un petit peu à la plaindre une fois qu'elle est morte, ce qui est trop tard. Et ce qui va avoir énormément d'impact sur le jeune Hugo. Hugo, dont je n'ai pas trop parlé pour l'instant, mais qui, tout le long du roman, on sent que c'est le seul dans sa famille qui est un petit peu conscient de la situation. Il est conscient que son frère a tiré sur un enfant, il est conscient que son père, que leur père du coup, veut s'accuser à sa place pour que la ferme continue, tandis que la mère de famille ne dit rien du tout et qu'elle reste un petit peu dans son rôle de femme au foyer. Hugo, c'est le seul qui n'en peut plus du père, qui ne comprend pas comment la mort d'un enfant ne peut pas bouleverser la famille. Il ne comprend pas que son frère Martin ne se dénonce pas directement à la police. Bref, on sent que Hugo, c'est un petit peu l'âme de cette ferme, l'âme du roman, tout simplement. Et alors que Marie-Jeanne est en train de péter un câble justement et s'apprête à faire ses vengeances, il va la voir et elle lui dit tout simplement: toi tu n'es pas responsable, tu as toujours aimé mon fils, donc reste un petit peu à ta place, va te coucher, tu es fatigué, et en gros on en reparlera plus tard. Bref, j'ai l'impression d'en avoir dit beaucoup et pas assez en même temps, mais à la fin du roman, ce qui se passe, c'est que on a une fin plus ou moins ouverte, même si certaines grandes lignes sont refermées quand même, dans le sens où on fait un bond dans le temps, je crois 3 ans dans le futur, et on apprend que c'est tout simplement Hugo, le jeune Hugo dont je parlais à l'instant, qui a repris la ferme familiale, alors que son père, qui a été accusé vite fait de la mort de Zach, n'a pas fait de prison à vie. Je crois qu'il a été relâché au bout d'1 an. Enfin, je sais plus trop comment ça se finit par rapport au procès, mais on sait en tout cas de sources sûres que personne n'a vraiment payé pour la mort de Zach. C'était une petite condamnation, la justice s'en fout elle aussi totalement par rapport à la mort de cet enfant, ce qui est plutôt dramatique dans l'histoire. Mais peu importe, de toute façon, le père de famille est mort peu de temps après sa condamnation, 1 an après je crois, et c'est Hugo tout simplement qui a repris la ferme, puisque Vincent n'était pas fait pour ça, on le comprend au fur et à mesure de l'histoire. Il a préféré aller au secours d'Eliane lorsqu'elle a été blessée dans l'accident de voiture par Marie-Jeanne, et elle est devenue, je crois, paralysée, je ne sais plus si elle est en fauteuil roulant, il me semble. Enfin bref, elle a été salement amochée par rapport à cet accident, et en se jetant à son secours, à son chevet, ils ont construit cette fameuse relation dont Martin rêvait depuis le début, même si au travers d'Hugo, on comprend que la jeune femme s'est mise avec lui parce qu'elle avait surtout besoin de Martin. Elle ne serait peut-être pas tombée amoureuse de lui si elle avait encore été valide, mais ça sous-entend qu'en gros c'est un mariage un petit peu d'arrangement, entre guillemets. Les deux y trouvent un petit peu leur compte. Bref, Martin ne s'occupe plus du tout de la ferme, il a ouvert un magasin avec sa femme, ils gèrent tous les deux leur enseigne,
et ils ont leur petite vie plus ou moins tranquille. Et même si Martin est très gentil avec son frère Hugo, Hugo lui en veut toujours un petit peu par rapport à la mort de Zach, mais on en reste là. Ce qui est très drôle par contre, c'est que l'abbé Rumlar, lui, n'a pas pu révéler du coup que son enfant était mort, il n'a pas dit que c'était le sien, et on comprend qu'il est de plus en plus malade, il est devenu anorexique parce qu'il ne peut plus rien manger depuis qu'il a mangé l'estomac de l'enfant. Il n'a pas pu non plus dénoncer Marie-Jeanne qui s'est suicidée, et il ne l'aurait même peut-être pas fait si elle avait été en vie, puisque tout simplement révéler le fait qu'on lui ait fait manger un estomac, et en plus l'estomac de son propre fils, alors que c'est un homme d'église qui n'aurait jamais dû avoir de relations sexuelles, etc. Il vit cette histoire cachée, mais il ne s'en remet pas quelque part d'avoir mangé l'estomac de son propre fils, qu'il soit mort, que sa mère se soit suicidée. Tout ça l'a profondément marqué, lui qui est un homme horrible, et il ne mange quasiment plus, il ne peut plus rien manger sans penser à cet estomac qu'il a mangé, et c'est une sacrée punition pour ce personnage odieux. C'est assez jouissif, je ne sais pas si on devrait trouver ça jouissif, mais ça l'est, et c'est extrêmement bien fait. Bref, l'histoire se termine sur le fait que Hugo ait repris du coup la ferme familiale. Il a décidé de faire appel à certaines technologies quand même, en allant carrément à l'encontre de ce que pensait son père, et c'est tant mieux. On sent que Hugo, c'est quelqu'un de réfléchi, encore une fois comme je le disais, c'est le cœur de ce roman. C'est vraiment quelqu'un de bien, c'est un homme vraiment vaillant, courageux, qui prend des bonnes décisions, qui tente des choses pour essayer de s'en sortir. Il essaye de reprendre une vie plus ou moins normale, même si cette famille est à jamais détruite par le fait que Martin ait tiré sur cet enfant. Malgré tout, lui, il y est pour rien. Il aimait Zach, ce petit garçon, et il décide tout simplement de mener sa vie comme il l'entend. Du coup, en acceptant certaines technologies qui pourraient les aider dans leur quotidien, il pense même à acheter une machine à laver pour sa mère, même si elle ne veut pas entendre parler de ce genre de technologie. Enfin bref, c'est assez touchant, c'est assez drôle, et on a cette petite note d'espoir en se disant que oui, même si d'horribles choses se sont passées tout le long de cette histoire, et que tous les personnages principaux globalement étaient un petit peu odieux et affreux, on a un petit peu ce personnage d'Hugo qui pourrait être ce que représente l'homme sous son meilleur jour, cette note d'espoir à l'échelle humaine. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Et à la fin de l'histoire, ce personnage tout simplement écoute de la musique. Il va écouter un vinyle de Joe Dassin, et il va écouter une chanson qui s'appelle Marie-Jeanne, que je ne connaissais pas. Et les paroles de cette chanson parlent un petit peu de l'histoire de Marie-Jeanne qu'on retrouve dans ce roman. Et on sent que l'auteur s'est inspiré en tout cas de cette chanson pour écrire son roman. Et ça finit sur cette petite touche d'espoir-là. Ma conclusion, sur Les ailes du temps, La colère est un roman magistral, un roman coup de poing, extrêmement bien écrit, les descriptions sont incroyables, les personnages sont magnifiquement bien travaillés, leur évolution est incroyable, la psychologie derrière les personnages et derrière l'auteur aussi j'ai envie de dire est forte. C'est vraiment, et je vous le dis comme je le pense, une claque en plein visage qu'on se prend. Si au début on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, que c'est contemplatif, qu'on nous présente les personnages, le petit village, etc., les conditions à l'époque en France, etc., on se demande un petit peu où est-ce qu'on va nous emmener, on se demande s'il va y avoir un fil rouge. À partir du moment où on comprend quel est le fil rouge et qu'on arrive à ce point précis de l'histoire, tout va crescendo et jusqu'à la fin on est sous le choc. Moi j'ai retenu ma respiration à pas mal de chapitres, j'en pouvais plus et en même temps je dévorais le livre jusqu'à la fin. C'est juste waouh. J'ai adoré l'évolution des personnages, j'ai adoré l'atmosphère dépeinte par l'auteur. Donc franchement, si j'ai un super roman à vous conseiller pour cette année 2022, c'est vraiment ce roman de Rosine Gazzuo que vous retrouverez du coup chez l'Harmattan Édition. N'hésitez pas, c'est un coup de cœur. Et vous alors, est-ce que vous avez lu ce roman sur les ailes du temps, la colère? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, me dire si vous avez envie de vous le procurer, et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!